Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de House of the Dragon. Ouais, je parle pas bien anglais, normalement je devrais dire House of the Dragon, mais je dis House of the Dragon parce que je fais ce que je veux, voilà. Épisode 3, épisode encore une fois plutôt stylax. Oui, ce mot ne sert à rien, mais j'aime bien dire stylax. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors évidemment, la scène d'ouverture était plutôt stylax. Ouais, je fais pas exprès, je le sors tout seul ce mot. La scène d'ouverture est plutôt cool, avec Daemon Targaryen qui décide d'envoyer son dragon cramer les côtes un petit peu du gaveur de crabes. Avec la scène est plutôt stylée, hein. Avec le mec qui se fait prisonnier, qui fait ah, je vais niquer ta mère, je vais t'enculer, nanana. Et puis après, non, pitié, pitié. Il se fait clouer comme une merde, les crabes commencent à le bouffer, il voit le dragon arriver, il fait oh le prince, sauve-moi. Il se fait écraser comme une merde par le dragon. Bon, très très violente, hein. Je trouve que la série est peut-être même, sur 3 épisodes, je trouve qu'elle a l'air un peu plus violente que Game of Thrones en vrai. Parce que là, on voit beaucoup de boyaux, on voit beaucoup de gens écrasés, des gens cramés vifs et tout, on voit beaucoup de membres découpés. La série est quand même assez violente. Alors, je n'irais pas jusqu'à dire trashouille. À part la scène de l'accouchement de l'épisode 1, ça va, c'est... Bah, alors, que si on doit faire la comparaison, parce qu'il y a plein de gens qui font la comparaison avec la nouvelle série Seigneur des Anneaux, disons que la nouvelle série Seigneur des Anneaux, tu peux la regarder avec tes gosses. Celle-là, tu peux pas la regarder avec tes gosses, hein, House of the Dragon, parce que c'est vraiment un peu violent, un peu vénère. Ceci étant dit, ce que je vais dire va peut-être paraître paradoxal. Alors je sais pas si ça vient de moi, si ça vient du fait qu'on ait déjà vu des dragons, mais je trouve que les dragons ont un peu perdu de leur aura terrifiante. Alors ça fait toujours très peur, tu vois qu'ils sont très efficaces, qu'ils sont craints, mais je me suis pas dit oh putain il y a les dragons, tu vois. Je me suis dit ouais il y a le dragon, tranquille. En plus le dragon il est chelou, il est tout fin, on dirait un serpent son dragon. Enfin bref, je trouve que les dragons ont un peu perdu de leur aura cauchemardesque. Alors que dans la série originale, j'ai envie de te dire, les dragons faisaient flipper. Parce que c'était presque des créatures légendaires. On n'en avait pas vu depuis bien longtemps, tu vois. Donc quand le fait qu'ils revenaient, les gens ils en croyaient pas leur jeu. Oh putain des dragons, ils se font cramer comme des merdes. C'est vraiment cauchemardesque. Il y avait des scènes de panique, de terreur. Là c'est juste dragon, planquez-vous les mecs, tu vois. Il y a pas le côté terreur venue du ciel pour le coup. Mais en même temps, tu vas me dire, c'est un peu logique parce que les dragons, en fait, c'est banal à cette époque. Parce que tu vois, on en a déjà vu 3. Apparemment, il y en a encore plus que ça. Il y en a 6 ou 9, je sais plus. Mais en tout cas, il y a plus de dragons que ça qui traînent. Et il n'y a pas que des Targaryens, a priori, qui les chevauchent, hein, comme on le voit à la fin de l'épisode. On va y revenir après. Donc je trouve que les dragons ont un peu perdu de leur superbe quand même. Mais la scène était stylée, cela dit. Oui. Ensuite, nous avons une ellipse. Et ça, c'est plutôt cool. On sent le temps avancer assez rapidement dans l'histoire. Et ça, c'est plutôt cool aussi. C'est un truc, une notion de temps qu'on n'avait pas trop dans Game of Thrones non plus. On ne sait pas exactement sur combien d'années se passe la série originale Game of Thrones, en vrai. Ça pourrait se passer sur 2 ans, comme ça pourrait se passer sur 10 ans. On ne sait pas trop combien de temps il se passe. Alors peut-être que les spécialistes de la série pourront te dire ah oui, alors ça se passe exactement. Je sais pas pourquoi je les fais autant, mais ça se passe exactement à telle période. Mais de mon souvenir que j'ai de Game of Thrones, euh, il me semble que c'était pas très clair combien de temps il se passait entre le début de la série et la fin de la série. Là, on a régulièrement des petits rappels temporels parce qu'on a des ellipses. Là, on sait qu'il s'est passé 2 ans depuis l'annonce de la demande en mariage du roi à la meuf, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, la fille de la main. Donc, il a eu un gosse qui est un héritier mâle, donc qui s'appelle Aegon le second. Et il attend encore un autre enfant, on ne sait pas trop ce que ça va être, surprise. Et du coup, la relation entre le roi, la princesse Rhaenyra et la nouvelle reine, pour le coup, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un peu parti en couille. Et il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Et j'ai bien aimé cet épisode sur cet aspect-là, parce qu'encore une fois, autant Daemon a été mis un peu de côté dans cet épisode, même si on le revoit à la fin, mais il a été mis un petit peu de côté dans cet épisode, autant la relation entre le roi et la princesse a été vachement approfondie, et il y a un parallèle super intéressant.
dans le sens où le roi, il y a une scène qui est assez marquante d'ailleurs, c'est quand il est devant le gros brasier, j'ai envie de dire, le gros foyer, le gros feu là, et il est en train d'avouer à sa nouvelle femme que putain, j'étais persuadé que j'ai eu une vision en fait, j'ai eu une prophétie et je voyais un héritier mâle sur le trône de fer, tu vois, un truc comme ça, ou sur un dragon, je sais plus. Et il fait et j'ai tellement été frappé par cette prophétie que j'ai tout fait pour la faire se réaliser. Jusqu'à finalement sacrifier ma femme, lui niquer sa vie, à essayer de la forcer, enfin, à faire en sorte qu'elle me donne cet héritier mâle. Et au moment où j'ai cru, à un moment donné, j'ai perdu espoir parce que j'ai vu que ça n'arriverait jamais. Et du coup, j'ai lâché mon rêve. Et au moment où j'ai lâché mon rêve et que j'ai nommé ma fille héritière, donc j'avais abandonné mon rêve, en fait la vie m'a donné ce que je voulais. Et du coup maintenant je doute, je suis là, mais merde, est-ce que j'ai pas fait une connerie depuis le début? Est-ce que j'ai eu un manque de foi? Est-ce que je suis un peu puni parce que j'ai perdu la foi en la prophétie en fait? Et d'un autre côté, en parallèle, on a sa fille qui de base ne se voyait pas, si j'ai bien compris, ne se voyait pas vraiment héritière, qui s'est retrouvée héritière et qui avait la foi de devenir vraiment héritière et qui commence à douter elle aussi de la foi qu'elle avait en son père. Et finalement, à la fin de l'épisode, en plus du signe qu'il y a eu avec Comment ça s'appelle ce putain d'animal? Un élan? Je crois que c'est ça. Un cerf. Un élan, c'est un autre animal. Ouais, je sais, je bug sur des conneries aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc bref, elle voit le cerf blanc qui est symbole de royauté. Tu vois que le roi, le cerf... En fait, pourquoi le roi doute? C'est parce qu'en fait, non seulement il doute, parce que il se dit, tiens, j'aurais peut-être pas dû nommer ma fille parce que j'ai mon fils, mais il y a un moment donné, il se dit, putain, il y a des signes quand même. Il y a le cerf blanc, si j'arrive à le choper, ça sera un présage qui dit que, en honneur de mon fils, va devenir le prochain roi de Westeros. Et quand il arrive, à la fin, ils font genre, on a chopé le cerf, en fait, c'est pas le cerf blanc, c'est un cerf classique. Et du coup, il se dit, bon, ça, c'est un présage que finalement, j'avais peut-être raison d'abandonner mon rêve, et je vais pas sacrifier ma fille pour ça, tu vois. Alors que de son côté, la fille, alors qu'elle était sur le point d'abandonner, plus ou moins, eh ben, elle a le cerf qui s'annonce à elle, et en plus, plus tard, il y a son père qui fait, non mais t'inquiète, je t'ai promis le trône, t'auras le trône, et en plus, tu peux choisir avec qui tu vas te marier. Oh, voilà, donc j'aime bien le parallèle entre la foi, la confiance. Je trouve ça plutôt cool. Comment dire, la foi en sa destinée, j'ai envie de te dire. Il y a un autre truc que j'ai trouvé assez triste, parce que finalement l'histoire du roi est tragique, même s'il a un bout de bonheur, parce que il a le fils qu'il voulait avoir, il a une nouvelle femme, son royaume a priori se porte plus ou moins bien, mais c'est quand même dramatique. Le gars peut pas être tranquille, t'as l'impression que tout le monde veut qu'il crève en fait. À chaque fois que quelqu'un vient le voir, hey, tu veux pas marier ta fille à bidule, comme ça après on hérite du bidule, tu veux pas nommer déjà le prince, comme ça évite les problèmes, et puis comme ça moi ma famille elle devient dans la tienne, et puis voilà du coup c'est cool tu vois. À un moment donné, le gars, la main, elle lui propose, pourquoi tu marierais pas ta fille avec ton fils qui a 2 ans? Comme ça, problème réglé, tout le monde est content. Tu te dis, waouh, c'est chaud. Alors je sais que dans le lore de Game of Thrones, c'est normalement les Targaryens ont, il me semble, hein, parce que j'ai regardé 2-3 vidéos là, il me semble que normalement les Targaryens ont tendance à se marier avec leur sœur, histoire de préserver la lignée. C'est pour ça que ça donne des ça donne des super attardés, cracheurs de feu avec des dragons et tout comme ça, en mode Lannister, tu vois. Mais là, quand même, c'est chaud, quoi. Entre l'épisode d'avant où il dit, hey, épouse la meuf de 12 ans, et là, vas-y, marie ton fils de 2 ans à ta fille de 17 ans, tu dis, ouais, faut arrêter, là. Mais en plus, ils ont que ça à la tête, quoi. Ils ont que ça à la bouche, et la succession, la succession, la succession. Et laissez-le kiffer, le gars, il est à peine assis sur le trône, les gens veulent déjà qu'il dégage, quoi. C'est un peu... c'est un peu glauque, c'est un peu craignos, je trouve. Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Oui. Bon, par contre, après, j'ai quand même trouvé que la Rhaenyra, même si elle a de bonnes raisons, on va dire, de se comporter comme une connasse, elle se comporte un peu comme une connasse quand même. Alors que dans l'épisode d'avant, on comprenait qu'elle essayait en fait de prouver sa valeur, de montrer un peu qu'elle était capable, notamment en allant calmer son oncle à Père Dragon, tu vois, quand elle allait le calmer et faire genre, tu veux te battre? Vas-y, viens, tu vois, elle l'a calmé. Donc elle avait montré qu'elle avait un peu la stature, qu'elle avait les épaules pour incarner le pouvoir. Et puis là, tout d'un coup, tu sens qu'elle a lâché l'affaire, elle a fait genre, ah, bah, de toute façon c'est baisé, ça sert à rien de prouver quoi que ce soit. Vas-y, je vais juste bouder, faire l'ado rebelle, et pas être contente.
et puis on verra comment ça se passe. Et je trouve que c'est dommage. Bon, après, c'est normal, c'est un personnage, on peut pas avoir un personnage parfait, mais je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas cherché davantage à rester en place plutôt que de se contenter d'être passive. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Elle a l'air d'être devenue passive vis-à-vis de ça, alors qu'elle semblait avoir pris la résolution, au contraire, de s'imposer et de montrer qu'elle était capable de tenir les rênes. Donc là, pour le coup, elle m'a un peu énervé. J'avais un petit peu envie de... Tiens, la claquer. Genre, arrête de faire ta connasse. Ton père, en plus, il a rien dit, il a rien fait. Tu te montes le bourrichon tout seul. Et en plus, à la fin de l'épisode, il fait non, mais. Il l'a défendu en plus. Hein. Il y a des mecs qui font, vous voulez pas plutôt la faire marier? Il fait non, mais ferme ta gueule. T'as cru que. Quand il calme le Lannister. D'ailleurs, on revoit des Lannister. Je me demandais, tiens, on n'a pas vu ces bâtards. Là, ces bâtards arrivent. En plus, c'est des jumeaux. Donc, à un moment donné, il va sûrement avoir un bail de. En fait, c'était pas moi, c'était mon frère. Une connerie comme ça. Enfin, bref. Il y a les Lannister, le Lannister il arrive, hey, je peux prendre ta fille pour épouse, machin, comme ça en compensation de sa perte de statut. Il fait de quoi tu parles, frérot? T'as cru que j'allais déshériter ma fille? Non, non, j'ai dit que ma fille était héritière. Toi-même t'as prêté serment, donc tu fermes ta gueule en fait. J'ai bien aimé cette scène-là. Mais bon, bref, elle a quand même fait sa connasse, alors que son père, tout le long, tu vois, il essaye d'aller vers elle quand même. Alors il a hésité, il est humain, il a ses failles, mais il va vers elle, tu vois. Et elle a fait que sa connasse. Donc moi je sens que finalement, j'avais déjà dit dans l'épisode 2 qu'elle avait un parcours un peu similaire à celui de son oncle. Je sens qu'à un moment donné, il va y avoir rapprochement. Je sens que l'ennemi va pas être celui qu'on croit à un moment donné, parce que c'est chelou cette histoire. Enfin bref, je pense que la Rhaenyra n'est pas toute blanche dans l'histoire. Tu sens vraiment que c'est un peu une connasse. Tu sens qu'elle est ambitieuse, tu sens qu'elle a la haine. Donc, qui dit ambition, qui dit ressentiment, dit dinguerie. On est dans Game of Thrones, elle va forcément faire des trucs sales, à un moment donné. Donc, faut pas la voir comme la gentille, à mon avis. Oui. Ensuite, il y a aussi sa meilleure amie, qui est devenue la nouvelle reine, dont j'arrive pas à retenir le nom, je suis désolé. La fille de la main, on va l'appeler. Qui est toujours un petit peu sous la coupe de son père, en mode, le père, il arrive, fait « Ouais, faut que tu convainques le roi de nommer son fils comme héritier légitime. Parce que si jamais c'est sa fille, ça sera le bordel. » Alors pourquoi ce sera le bordel? Ça n'a jamais expliqué en fait. J'aimerais bien comprendre, avec des raisons concrètes, qu'est-ce que ça peut foutre que ça soit une femme qui monte sur le trône en fait. Alors je peux comprendre, il y a la tradition, d'accord, mais expliquer, c'est quoi le problème exact? Pourquoi c'est un problème que ce soit une femme? En dehors de la tradition. Je veux dire politiquement, militairement, pourquoi? J'aimerais bien savoir. Alors j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit oui mais c'est parce que les femmes à l'époque, justement à cause du fait qu'elles enfantaient et qu'enfanter, enfin à l'époque, c'est pas une vraie époque mais dans une époque moyenâgeuse comme ça, le fait d'enfanter, comme on l'a vu dans le premier épisode, était un truc super risqué, ça pouvait être rapidement le bordel. Parce que si la reine meurt en couche et qu'elle n'a pas donné d'héritier, boum, rebordel, intrigue de couloir, guerre civile, guerre de succession, bordel. Peut-être que le fait de mettre des héritiers mâles, ça donne un genre de semblant de stabilité. Parce qu'a priori, si le gars ne fout pas les pieds sur un champ de bataille et que c'est pas un déglingo, a priori, le gars, il va vivre plus ou moins vieux, il a le temps de faire ses bails, tu vois, et d'assurer la succession. Alors que si c'est une femme, peut-être que si une grossesse se passe mal, elle clams, là, il n'y a ni héritier ni reine, c'est la merde. Ça pourrait s'entendre. Mais il l'explique pas dans la série, donc ça serait bien qu'il l'explique à un moment donné dans la série. Pourquoi, spécifiquement, une femme, ce sera un problème en dehors du côté traditionnel, du côté dogmatique. Peut-être qu'il y a moyen de l'expliquer concrètement. Voilà. Ce serait intéressant de l'expliquer. Donc, la meuf, elle essaye... On ne sait pas trop si elle va essayer de le convaincre ou pas. Parce qu'à un moment donné, tu sens qu'elle veut amener la discussion vers là, et tu te dis à qui va sa loyauté. Est-ce que sa loyauté va à son père, va à sa meilleure amie, va à son nouvel époux, ou va à son fils? Et là, il y a beaucoup de trucs dans la balance. Donc la pauvre, elle a une position pas facile. Dans le sens où, si tu es dans cette position et que t'as pas de conscience, entre guillemets, c'est facile, elle dit bah, je vais choisir mes gosses. Parce que c'est si on fait un parallèle avec la série d'avant, avec la Cersei Lannister, elle dit bon bah les couilles, je choisis toujours mes gosses. Tu vois. Mais là, tu sais pas trop où elle en est, la copine là. Tu sais pas trop où elle en est. Parce tu sens qu'elle a de l'affection pour le roi, tu sens qu'elle a de l'affection pour son père, mais elle a en même temps de l'affection et de la loyauté envers Rhaenyra, elle essaye de rabibocher et tout. Donc c'est un peu ambigu, elle a pas une position facile. Donc est-ce que celle-là c'est une future connasse, une future victime? La possibilité reste entière. Oui. Bon après il y a aussi une scène que j'ai eu un peu de mal à comprendre.
que je n'arrive pas vraiment à déchiffrer, c'est le passage où elle part dans la forêt avec, j'ai oublié le nom du chevalier, je suis désolé, avec le chef de la garde, et qu'il y a cette histoire avec le sanglier qui les attaque, et puis elle se déchaîne sur le sanglier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris la symbolique de la scène. C'est quoi, genre elle est capable de tuer un sanglier? C'est pour montrer qu'elle est forte, ça lui a rappelé qu'en fait elle devait combattre. Peut-être que c'est ça le sens de la scène, parce qu'elle était un peu, comme je le disais, elle semblait être un peu passive. Genre, elle fait juste une fugue dans les bois, en mode elle fuit un peu l'affrontement, elle fuit la confrontation avec son père, avec ses responsabilités, avec la cour, avec le royaume. Du coup, elle se barre. Et puis, quand le sanglier attaque, elle se rend compte qu'en fait, bah non, si elle veut survivre dans ce truc-là, il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle se démerde. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en parlant, là, j'ai trouvé le sens de la scène. Et du coup, quand elle revient au campement, couverte de sang et le tout, elle envoie le signal à tout le monde, bon, qu'elle est prête à se battre en fait. Et à ce moment-là, la scène devient intéressante, parce que franchement, quand je l'ai vu, j'ai pas compris c'était quoi le délire. D'ailleurs, le sanglier n'était pas très bien fait, en vrai. Et puis bon, je suis désolé, mais la gamine d'1m30, de 40 kilos, qui arrête un sanglier comme ça, bon... J'ai rien dit dans Predator, j'ai rien dit dans Prey. Mais là, faut arrêter, hein. Un sanglier de 90 kilos qui te fonce dessus à 60 km/h. Et quand tu fais cette taille-là et ce poids-là, tu l'arrêtes pas comme ça. Même moi, hein, je dois faire 4 têtes de plus que la meuf et 3 fois son poids. J'arrête pas le sanglier à bout de bras. Faut arrêter. Mais bon, allez, admettons. 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 Ce qui nous amène à la dernière partie de l'épisode avec la bataille des degrés de pierre, où Daemon et Velaryon vont se friter dans une ultime bataille contre le gaveur de crabes. Alors j'ai pas compris la stratégie. Alors là, est-ce qu'on va retourner dans les travers de Game of Thrones? On se souvient tous de la bataille de Winterfell contre les marcheurs blancs, qui tactiquement n'avaient absolument aucun sens. On s'en souvient tous. Et pourtant, franchement, je suis pas un spécialiste. Bon, j'ai lu Kingdom. Bon, ok. Mais je suis pas un spécialiste en stratégie militaire. Mais de ce que j'ai vu à l'époque de Winterfell, ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de vidéos qui disaient que cette bataille n'a aucun sens. Et là, j'ai l'impression que... Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. J'ai peut-être pas toutes les infos. Mais j'ai l'impression que stratégiquement, elle puait la merde la technique là. J'ai pas compris. Alors de ce que j'ai compris. Alors il y a les dragons certes, mais les dragons sont un peu emmerdés parce que comme ils sont dans un massif rocheux, le gars a enfermé lui et ses troupes dans un espèce de goulot d'étranglement, ce qui fait qu'ils peuvent pas lancer tout à fait de grosses charges. Parce que sinon bah, c'est un peu étroit pour se bastonner. Et en plus les dragons peuvent pas cramax tout le monde. C'est ce que j'ai compris. Mais alors dans ce cas, en admettant que ce soit ça, quand Daemon il y va tout seul pour faire l'appât, pourquoi le mangeur de crabes, le gaveur de crabes, il sait que c'est un piège, tu sens, à la mise en scène tu comprends qu'il sait que c'est un traquenard. Il envoie quand même toutes ses troupes pour buter un gars, alors que le gars est en train de charger vers eux. Normalement il aurait dû, vas-y tu veux charger, vas-y on l'attend, vas-y viens bâtard, on mord pas à l'hameçon, t'arrives, on te ken, la guerre est finie. Non, il fait vas-y, on envoie toutes nos troupes, ils sortent, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, les dragons ils peuvent passer, alors qu'ils viennent de dire d'avant que le problème c'est qu'on pouvait pas les niquer avec les dragons, si j'ai bien compris. Donc ils sortent tous comme des cons, l'autre armée arrive, personne les a vus venir, l'autre il a pas d'éclaireur ni rien, c'est très très bizarre, ils arrivent tous, grosse bagarre, et puis tout d'un coup, il y a un dragon qui arrive et qui arrive à cramer tout le monde. Donc c'était quoi le plan? Le plan, ça fait 2 ans que vous faites une guerre parce que les gars veulent pas sortir en fait. C'est quoi le délire? C'est un siège ou c'est une bataille? Parce que si c'est un siège, normalement t'as des dragons. Je suis désolé, hein, je suis pas spécialiste. Il me semble qu'ils sont plus ou moins sur une île ou une presqu'île, je sais pas trop. T'as des dragons. Le gars il a pas de ravitaillement. Ok, il bouffe des crabes sur place, mais au bout d'un moment, des crabes t'en as plus quoi pour des milliers de bonhommes. Donc c'était un siège ou c'était une bataille? C'est pas la même chose. Je comprends pas les tenants et aboutissants du bordel. Bon, après, je dis peut-être de la merde. Encore une fois, je suis pas un expert en stratégie militaire, mais ça m'a semblé un peu tiré par les cheveux, la stratégie de Daemon de vas-y, j'y vais tout seul, je vais les attirer dehors, et puis après, on envoie les dragons. Bizarre, j'ai pas compris. Parce que si les mecs sont planqués depuis tout ce temps, comment ils perdent, en fait? Je comprends pas. Parce qu'ils sont en train de la perdre, la guerre. Mais si c'est un siège... Comment ils peuvent perdre un siège? Ça veut dire qu'ils ont plus de ressources et qu'ils doivent se barrer. Mais comment ils peuvent avoir moins de ressources que les mecs qui sont assiégés? C'est pas possible, ça marche pas comme ça en fait. Donc je n'ai pas compris la logistique de la bataille.
Ceci étant dit, c'était quand même stylé, hein, le moment où Daemon il fonce tout seul, il découpe des gars, tu vois, des têtes volées, machin. Classe, je suis très content que Matt Smith, comme je l'avais déjà dit, alors il a déjà eu des rôles assez cool comme dans The Crown, des trucs comme ça, mais là il a vraiment un rôle qui va marquer. Autre que Doctor Who, je pense que ce rôle-là de Daemon Targaryen va marquer les esprits, parce que le gars, charisme de ouf. Bon, à part son casque, il lui fait une tête de con, mais charisme de ouf, il découpe des gens, quand il se balade après, il découpe le... On le voit pas découper le mec au crabe. Du coup, le mec au crabe, c'est un peu un méchant Osef, pour le coup, parce qu'il était stylé, je pensais qu'il allait être vraiment retors, tu vois, mais en fait, non, il l'a découpé hors champ tellement il est Osef, en fait. Mais la scène est stylée, c'est très violent, on voit des crânes exploser, des machins. Bon, après, il faut que je parle quand même des Vélarions, là. Si vous voulez faire des Renault avec des cheveux blancs, pourquoi vous leur mettez pas juste des cheveux blancs? Pourquoi vous leur faites forcément des locks? Parce que sur le fils, là, ça lui fait une tête de con. Hein. Je suis désolé, hein. Mais mettez-lui juste des cheveux blancs, en fait. Pourquoi forcément il doit se faire des tresses, là? Ça fait une tête chelou. Ça fait une tête chelou. Et comment ça se fait que lui, il conduit un dragon, en fait? Je croyais que c'était que les Targaryens qui conduisaient des dragons. Ou alors j'ai raté une information, et en fait n'importe qui de plus ou moins valérien peut devenir dragonnier. Et du coup quand j'ai vu le dragon, je l'ai pas reconnu. Je me suis dit tiens c'est la princesse qui arrive. En fait non, c'est le fils de Vélarion qui a aussi un dragon. Alors que dans un épisode il a dit ouais ma famille c'est pas des dragonniers, mais je comprends pas du coup. Alors c'est peut-être juste moi qui ai raté une info, qui n'est pas assez calé dans le lore, la mythologie de Game of Thrones. Mais ça m'a semblé un peu sorti de nulle part cette histoire-là. Donc ça serait bien qu'ils expliquent des trucs. Parce qu'ils avaient plusieurs dragons. Comment ça se fait que tu fais un siège, t'as des dragons? Je veux dire, tu sais, à partir du moment où on a eu... bon, je vais peut-être dire une connerie, mais à partir du moment où on a eu de l'aviation, tu sais, le concept de siège, il est un peu tombé à l'eau, si tu veux. Parce que normalement, un siège, c'est que t'es planqué derrière des murailles... soit artificielles, soit naturelles, et personne ne peut passer, tu vois. Donc c'est une guerre d'usure. Mais à partir du moment où t'as des trucs qui passent au-dessus, c'est très bizarre, enfin je comprends pas, je dis certainement de la merde, attention, hein, mais la logistique de cette bataille m'a semblé très floue, très bizarre. Enfin bref, ceci étant dit, c'était impressionnant malgré tout, c'était cool, et maintenant on va voir. En plus j'ai bien aimé le fait que il y avait le côté doute, ils étaient tous en train de ouais peut-être qu'on va faire une mutinerie parce que le démon il nous a mis dans la merde, machin. Il arrive, le messager du roi arrive, il lit le truc genre vas-y on vient t'aider frérot. Et le gars d'orgueil, il fait oh putain, je préfère tenter de crever plutôt que mon frère vienne m'aider à gagner la bataille. Parce que là, ça serait le vrai échec pour lui, tu vois. Parce que lui perd la bataille, il perd la bataille, ok. Mais le fait que son frère vienne l'aider, c'est encore pire, il peut pas le supporter. Ça fait genre non. Et encore une fois, on peut peut-être mettre ça en parallèle entre le roi qui a perdu la foi et la princesse qui a perdu la foi mais qui l'a retrouvée à la fin de l'épisode. Et lui qui à un moment donné, il a perdu la foi aussi, il a vu ça, il a fait non, c'est mort. Je vais pas me faire sauver par mon frère, ce serait l'humiliation totale. Je préfère tenter de crever et croire en mon destin que me faire humilier de la sorte. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le coup que le roi a voulu tenter, il tombe un peu à l'eau, parce que maintenant, Daemon, il va arriver vainqueur, parce qu'il a gagné. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va se développer. Bref, il me semble que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, qui était, ma foi, encore très bien. Et vivement la semaine prochaine, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésitez pas à m'apporter des précisions si vous connaissez plus les bouquins que moi, parce que j'ai bien compris. Il y en a des fois qui me disent dans les commentaires, oui mais en fait, t'as pas compris que c'était une adaptation des bouquins. Mais je l'ai très bien compris, espèce de trou du cul. J'ai compris que c'est une adaptation de bouquins, sauf que les bouquins, je les ai pas lus. Donc je comprends pas en fait ce genre de message. T'as pas compris que c'est une adaptation des bouquins? Bah si. Mais si j'ai pas lu le bouquin, je ne peux que spéculer sur ce qui va se passer. Vu que je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai pas lu le bouquin. Réfléchis un petit peu quand même avec ta tête. Enfin bref, pouce bleu, abonnement et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.